le traître. Davy, la clepsydre, la clepsydre! Mais je sais bien qu'on n'est pas à Fort Boyard, vous m'aurez pas! Putain, il est futé. Attends une seconde. Davy? Davy? Tu m'entends? Ouais. Il y a ton contrat qui vient d'arriver. Une émission en direct, tous les soirs à 18h. 18h? Attention! J'ai menti! Salaud! Salaud! Vous m'avez menti! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je vais vous faire pipi dessus! Je vais vous faire pipi dessus! Salut, c'est 100%. Aujourd'hui on est vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Julien. Et aujourd'hui ce qu'on va voir en critique de jeu, c'est Bakugan Battle Brawlers. Ensuite on va avoir un double face avec Plague. Ensuite on va avoir les sortiments anime manga avec Private Princess. Je lis en même temps mais c'est pas évident. Et on a Code 10. Mais tout de suite les news. Yay! H. L'excellent Fight Night Round 4 va bénéficier le mois prochain de son deuxième pack de contenu téléchargeable, aussi bien sur 360 que sur PS3. Pour environ 10 €, vous obtiendrez le droit d'incarner 3 nouveaux boxeurs, Sonny Liston, Bernard Hopkins et Evander Holyfield. 2 modes de jeu inédits seront également à votre disposition, Old School Rules et Ring Rivalries. Le premier permet d'appliquer d'anciennes règles de boxe à des matchs actuels, alors que le second vous offre l'opportunité de revivre de multiples combats ayant marqué l'histoire. Sachez enfin que le jeu a baissé de prix aux États-Unis, puisqu'il est maintenant possible de se le procurer pour seulement 40 $, soit 27 €. Pas sûr qu'il en soit de même de sitôt chez nous. The Lapin Crétin, la grosse aventure n'est pas une compilation de mini-games. Et puis Rayman a également disparu pour laisser enfin le premier rôle aux créatures totalement barrées des studios Ubisoft qui servent aujourd'hui de fer de lance à la com de l'éditeur français. Pas un événement ne se passe sans que les lapins crétins ne s'y frottent pour tenter d'investir la plupart des salons consacrés aux jeux vidéo. Il faut dire que le charisme vachard et le masochisme assumé de ces ébulons à grandes oreilles a su séduire un large public. Ce nouveau titre destiné à la Wii et à la DS se présente sous la forme d'un pseudo-jeu de course où le joueur principal dirige un caddie qu'il doit remplir des objets trouvés dans les différents niveaux du jeu. Un second joueur peut également participer à cette grosse aventure en lançant des lapins afin d'aider son partenaire, copiant ainsi l'option coop de Mario Galaxy. Enfin, il sera possible d'enfermer un lapin dans sa Wiimote afin de le torturer et de le customiser pour finalement le transformer en figurine. Critiqué sous peu, ce jeu pourrait s'avérer répétitif et un rien minimaliste, mais nous en reparlerons très vite. Une chose est sûre, ces lapins sont toujours dingues et constituent à eux seuls l'intérêt principal de ce jeu un rien casual. Donc c'était les news. Maintenant on va passer aux critiques de jeu avec Bakugan Battle Brawlers. Et je tiens à préciser que si je me trouve ici, c'est suite à un malencontreux hasard, enfin être bien organisé par ma petite Lady. Enfin je vous expliquerai ça après. Alors bonjour Julien. Bonjour docteur, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'était pas censé être une critique de jeu? Alors si justement, mais en fait ça va être la critique de Bakugan. Est-ce que tu connais Bakugan? C'est un phénomène un peu dans les cours de récré. À vrai dire pas du tout car je ne suis plus dans les cours de récré depuis un petit moment, mais le nom m'est vaguement familier tout de même. Alors Bakugan, en fait c'est un dessin animé, c'est un jeu de société, c'est un jeu vidéo, donc c'est un gros cross-média. Ça marche beaucoup chez les gamins. Et en fait Bakugan, ça vient du japonais Baku, qui veut dire exploser, et Gan qui veut dire la boule. Donc on a un jeu de boules qui explose. D'accord. Alors comment ça marche Bakugan? Tu pourras me poser la question. Comment ça marche Bakugan? Eh bien tout simplement, en fait on a donc des boules, on a des points G, et le but est d'avoir le plus de points G
avec ses boules. Alors, dit comme ça fait un peu jeu pour adultes, mais c'est pour les enfants. Hein. Tu fais bien de le préciser, effectivement. D'accord, donc une sorte de jeu de billes amélioré, quoi. Alors, ça mêle en fait le jeu de billes et le jeu de cartes, parce qu'en fait la particularité des Bakugan, c'est que c'est pas juste des boules, et non, parce qu'en fait il y a des cartes magnétiques, hein, si tu les soupèses, elles sont un peu plus lourdes que la normale. Alors donc on a une boule, et pour la faire exploser, on la met sur la carte magnétique, et Le monstre jaillit. Et donc on peut voir que sur tous les monstres, il y a des points G. Donc là, 450 points G. Ou on peut dire G-Power, ou G-Power en anglais, hein, si on veut se le raconter. Mais bon, vu que ça s'adresse à des gamins, ils vont lire le chiffre et le truc. Enfin voilà. Ah, Donc avant de commencer, on choisit bien ses Bakugan. Alors il y a plusieurs couleurs comme tu le vois. Et en fait, les couleurs correspondent au type du Bakugan. Donc les fameux eau, feu, terre, vent, patati, patata. Donc là, ils ont tous donné des noms latins. Donc, il y a Pyrrhus, Ventus, Darkus. Et donc, t'en choisis 3 au hasard. Enfin, normalement, t'as constitué ton équipe, mais là, comme t'as pas pu, choisis ceux que tu trouves le plus stylé. Une fois qu'on a les 3 Bakugan, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va commencer la partie et tu vas voir, c'est super simple. Alors, on a 3 cartes qui s'appellent cartes portail. C'est les cartes qui sont costauds, quoi, magnétiques. Ouais. Donc, on en pose une, comme ça. Et toi, tu dois la coller contre moi. Et là, le plus jeune commence. Alors, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire dans ton tour ? Tu peux soit reposer une carte portail, soit jeter directement un Bakugan sur une carte. Le but est de gagner 3 cartes portail en tout. D'accord. Pour gagner une carte portail, on peut jeter un Bakugan de ton côté et un Bakugan de mon côté. Ça fait un combat. Si tu arrives à mettre 2 Bakugan sur une seule carte, tu remportes la carte. T'as compris, c'est super simple. D'accord. Donc en gros, je prends et puis voilà, tu jettes. Et, alors normalement, ça compte comme un coup raté. D'accord. Ouais, si je veux. J'ai du mal. Alors là, pour t'aider, tu peux poser une autre carte portail pour que la zone soit mieux... Non, tu veux pas. Ouais, bravo. Donc là, tu regardes, il a 370 G. D'accord. Alors moi, ce que je peux faire, je peux soit le lancer sur cette carte pour qu'il y ait un combat, soit essayer d'en mettre 2 sur l'autre pour, pour que je puisse gagner comme ça. Alors moi, je vais poser une autre carte portail, parce que je vais pas être aussi ridicule que toi. Les cartes portail que tu poses doivent être tout le temps adjacentes. Une carte existante. Hein. Bon, ça c'est un détail, mais hop, je vais la mettre là par exemple. Et je vais jeter un Bakugan pour t'affronter. Voilà, bon je t'ai loupé, à ton tour. La magie du truc. Ah, t'as mis tes 2 Bakugan sur la même carte. Ça alors, quel exploit. Donc tu la remportes, tout simplement. Ah, hop, tu la remportes. Voilà, et tu récupères tes Bakugan du coup. Voilà. D'accord. Donc là, on va imaginer que c'est encore ton tour et que tu essayes de me prendre cette carte-là, d'accord ? Donc là, un combat s'engage. Tu as 500 G et j'ai 640 G, tu vois. Voilà. Et donc là, on retourne la carte et on dit « Carte portail activée !» Parce qu'il parle comme ça dans le dessin animé. Et donc là, tu vois, il y a plusieurs couleurs. Donc en fait, ce sont des points G qu'on va donner chacun à son Bakugan. Ouais. Donc moi je gagne 80 points G et toi t'en gagnes 120. D'accord. Donc okay. Ça en fait 620. 620 et moi ça me fait beaucoup plus. 700. 700, bah oui 700, oui, j'ai 640. Non 720, c'est 640 640, 700. Et là, t'as des cartes qui sont légères, des cartes normales, et normalement, là si tu veux augmenter ta puissance, tu peux. Donc tu dois lire ce qu'il y a sur les cartes. Alors, le jeu après vous roule un Bakugan. Si votre adversaire a un Bakugan debout, vous pouvez écrouir ce Bakugan. C'est français, ça ? Donc, c'est vrai que les traductions sont pas toujours bonnes. Donc là, comme écrouir, on sait pas ce que ça veut dire. Tu peux peut-être prendre une autre carte à la place. Enfin, imaginons, tu as une carte, par exemple, qui t'augmente la puissance de l'eau à 100. Tu la poses et paf, tu... Genre celle-là, par exemple. Voilà. Ouais, ça. Bon, oui, donc là ils disent que t'as 100 en eau, donc tu gagnes 100 et tu te retrouves avec donc 820 et moi 740. Donc tu gagnes la carte et tu gagnes la partie, etc., etc., etc. Ok. Donc c'est assez simple à jouer. Ouais, c'est effectivement assez simple. Est-ce qu'il y avait vraiment intérêt d'en faire un jeu vidéo ? Alors c'est vrai qu'il y a un jeu vidéo qui existe sur toutes les plateformes et donc c'est surtout pour les gens qui connaissent le jeu. Hein. Est-ce qu'il y avait moyen d'en faire un jeu vidéo ? Alors c'est vrai que jeter des trucs et regarder des chiffres, c'est pas très sexy pour un jeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'aspect collection qui est mis en avant. Et donc en jeu vidéo, on retrouve pas en fait de tactique. Parce que tu vois, c'est super simple, quoi. Il y a jeter, il y a regarder son chiffre, savoir qui est le plus fort. Et donc le jeu, c'est une répétition de toutes ces choses-là.
Et du coup, même pour s'entraîner, ça vaut pas vraiment le coup puisque tu commences à 0. Et ensuite, t'évolues et en évoluant, tu peux gagner des nouveaux Bakugan de plus en plus forts en pouvant les... Alors là, tu peux les améliorer dans le jeu, faire des choses comme ça, mais effectivement, c'est pas très cool comme principe de jeu, quoi. C'est un jeu de billes amélioré sur 360 ou PS3, ça fait quand même bizarre, quoi. Ouais. Et c'est tout, en fait, il y a pas de bonus propre au jeu, quoi. Alors si, il y a des choses en plus, comme la création de son propre personnage. Donc moi, par exemple, j'ai pu créer un super cow-boy avec des lunettes de soleil, tu vois la classe du truc. Il y a les règles aussi jouables à 4, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours 3 amis, surtout pour jouer à Bakugan. Donc là, t'as l'IA qui s'en occupe. Bon, l'IA qui est un peu stupide, hein, mais bon, ça c'est normal dans ce type de jeu. T'as surtout des terrains où tu peux faire des choses que tu peux pas faire dans la vraie vie. Par exemple, t'as un terrain où t'as des bonus en l'air, et le but c'est de jeter bien ta balle, de l'envoyer sur des trampolines pour qu'il attrape tel ou tel item, telle ou telle carte, telle ou telle chose. Donc il y a des choses effectivement un peu plus sympas. Et aussi, c'est que dedans, il demande aux joueurs d'interagir. C'est-à-dire que quand t'as un combat qui se fait entre deux, t'as toujours un moyen, via des minigames, de gagner beaucoup plus de points G. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu limité, que ça s'adresse vraiment aux petits, enfin, on va dire aux 8-10 ans, quoi, et que il n'y a pas la dimension d'un Yu-Gi-Oh! Ou même d'un Pokémon, quoi. L'aspect technique est vraiment laissé pour compte, ce qui est dommage, parce que c'est sympa, les graphismes sont sympas, la réalisation est sympa, tout est vraiment bien, mais il n'y a pas le petit truc qui fait que, quoi. Mais ça, c'est dû en partie au jeu, quoi. Ouais. Bref, ça fout un peu les boules, quoi. Donc, Julien, je suis désolé d'avoir pris ta place pour ce double face, mais je crois qu'on te retrouve dans très peu de temps. Oui, je me rattraperai dans 3 minutes. Là. Eh bien, à tout à l'heure, Julien. À tout à l'heure, Doc. Vous venez de voir une critique de jeu, et là vous avez passé un double face avec Plagues. Plagues, c'est un jeu avec des zombies. Pour ceux qui ont fait Halloween il y a très peu de temps, vous allez comprendre, ça va vous rappeler des souvenirs. D'ailleurs, je vous parle de ça, je suis né le 31 octobre, donc je sais bien de quoi je parle. Puis je vous expliquerai un peu plus en détail avec ce qui m'est arrivé pour me retrouver ici. Bonjour Julien. Bonjour, docteur. Alors là, je vois qu'on a une jolie carte, donc tu vas nous parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu français, un jeu indépendant qui s'appelle Plagues, donc qui est édité par John Doe, qui est un éditeur qui fait beaucoup de jeux assez expérimentaux et qui là s'aventure dans le domaine de l'heroic fantasy, sauf qu'il y apporte forcément sa petite touche inhabituelle. Alors en l'occurrence, l'univers de Plagues, c'est un monde qui s'appelle Ordan, qui serait un monde de fantasy tout ce qui est le plus classique avec des elfes et des nains, si ce n'est qu'un beau jour, en fait, les prêtres se rendent compte qu'ils peuvent plus communiquer avec leurs dieux. Les mages, de leur côté, ne peuvent plus se déplacer dans des plans d'existence un peu étranges. C'est comme s'il n'y restait plus que le plan matériel, en fait. Et le problème, c'est que les âmes des défunts ne quittent plus non plus ce plan. Donc les morts se relèvent. C'est une invasion de morts vivants. C'est ce qu'ils appellent la première pandémie, donc qui donne en fait son titre au jeu. Et pendant 150 ans, il va y avoir une succession de pandémies qui va à chaque fois multiplier le nombre de morts vivants. Et les malheureux survivants vont devoir se réfugier dans des cités fortifiées qu'ils appellent les havres. Et il y a une paranoïa vis-à-vis de tout le monde, en fait, à cause de cet univers reclus. Ces morts-vivants, après, ils se forment en parti politique, en choses comme ça, en rébellion. Alors, en fait, au moment... système de destruction, enfin... Au moment où se passe Plagues, les morts-vivants qui jusque-là avaient toujours été bêtes et décérébrés, en fait, les gens se rendent compte qu'ils sont en train de s'organiser, qu'ils ont l'air plus malins qu'avant. Il y a des nécropoles qui se construisent. Personne ne sait trop, en fait, qui est derrière ces morts-vivants et pourquoi les dieux ont abandonné le monde, en fait. Et donc, c'est ce que les joueurs vont devoir découvrir, évidemment. Ok. Donc, très bien, ça, c'est pour tout l'aspect ambiance, etc. Et qu'est-ce qu'il en est du jeu en lui-même, en fait? Alors, la particularité de Plague, c'est qu'en fait, il utilise le DK System. Donc, le DK System, c'est un système de jeu créé par John Doe, qui est basé sur la licence OGL, dont on a déjà parlé pour Chronique oubliée, donc qui est en fait les bases de Donjons et Dragons, qu'ils ont remanié pour créer un jeu un peu différent, beaucoup plus dynamique, en fait en enlevant tous les côtés un peu tactiques qui ralentissaient d'après eux la partie, et pour se concentrer sur vraiment les bases du système. Donc la particularité du DK System, ce sont les fameux DK, ce sont les dés de crasse, qui sont des dés bonus, en fait, des dés à 6 faces, qui, si le dé tombe sur la phase 3 ou la phase 6,
vont donner un bonus de +3 ou de +6 au jet de dés. Donc avec ça, le maître du jeu peut pimenter un peu l'action. C'est censé représenter en fait les coups du destin et la part de chance dans les actions. Ok, très bien. Donc en fait, toi, c'est quoi exactement qui t'a plu, qui t'a fait ressortir le truc par rapport à d'autres? Parce que moi, quand on me dit oui, c'est de l'heroic fantasy, mais on enlève les super elfes qui font des trucs de feu et tout, et enfin moi, ça me... Oui, bah en fait, c'est justement ça qui fait la grande force de Plagues, c'est que des jeux d'heroic fantasy classiques, il y en a déjà énormément. Et là, c'est Land of the Dead rencontre le Seigneur des Anneaux, tu vois. Donc déjà, ça lui donne une petite saveur. Ensuite, ce qui est bien, c'est que dans le livret de Plagues, il y a les prémices d'une campagne qui explique au maître du jeu, puisqu'évidemment le joueur n'est pas censé lire tout ça, d'où vient la pandémie, si les joueurs vont être capables de renverser le cours des choses, est-ce que les dieux ont vraiment abandonné le monde d'Ordan ou est-ce que c'est autre chose d'encore plus sinistre. Tout ça c'est expliqué dans le bouquin, donc il y a vraiment de quoi après se lancer dans une grande campagne. Et finalement c'est ça qui est un peu triste, c'est que la grande campagne elle était prévue, sauf que Plagues c'est très mal vendu, ça fait un gros bide. Ça, c'est... Du coup, John Doe a fait don en fait des exemplaires qui leur restaient à la Fédération du jeu de rôle, la Fédération française du jeu de rôle. Bon, la gamme n'a pas été continuée, mais on trouve encore le livre de base dans un certain nombre de boutiques, sachant qu'avec ce livre et avec les règles du DK, c'est un jeu de rôle complet. Donc après, du coup, les maîtres du jeu vont devoir faire preuve d'un peu d'imagination pour poursuivre l'histoire, mais il y a toutes les clés qui sont déjà dans ce petit livre. Ok. Eh bien, très bien. Je vois pas ce qu'on peut rajouter d'autre, hein. Tout a été dit. Je pense aussi. Donc, la semaine prochaine, c'est toi qui nous parleras d'un jeu. Et donc, qu'as-tu prévu? Et donc, ça va parler d'argent et de maisons à construire, de ce genre de choses, des choses à acheter et à revendre. Du scandale financier en perspective? Un peu ça, oui. D'accord, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine alors. Au revoir, Julien. Au revoir, Doc. Vous venez de voir Double Face. Aujourd'hui, on va avoir la critique manga avec Private Prince. J'ai dit Private Princess tout à l'heure, je suis qu'un amateur et tout. Et vu que ce matin, j'étais même pas prévu d'être là, parce qu'en fait, je vous parlais de ma petite Lady tout à l'heure, qui est ma copine, qui m'a fait une surprise pour mes 30 ans, mais bon, voilà, il m'a fait la surprise de la critique du vendredi chez No Life. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir les sorties animées manga avec Private Prince. Et j'arrive pas à lire, que 10. Voilà. Pour peu qu'on ait suivi l'actualité de l'animation nippone ces 3 dernières années, il est difficile de ne pas avoir entendu parler de la série Code Geass. Diffusée pour la première fois au Japon en 2006, ce titre shonen a raflé très vite le cœur du public japonais, mais aussi de nombreux prix et notamment celui de la meilleure série à l'Anime Grand Prix. Il s'agit de la dernière série phare de Sunrise, le studio d'animation célèbre en particulier pour les séries Gundam. L'histoire de Code Geass se déroule dans un monde alternatif relativement proche du nôtre. La majeure partie des territoires de la planète sont tous sous le joug de l'Empire Britannia, qui doit son succès militaire à ses mechas ultra performants. Le Japon fait partie des nombreux pays conquis. Depuis que l'archipel a perdu son indépendance il y a 7 ans, les Japonais de souche sont victimes de ségrégation et ont été installés dans des ghettos. Tant d'injustice n'est bien sûr pas sans provoquer de nombreux mouvements indépendantistes. C'est d'ailleurs lors d'une altercation entre l'armée britannienne et rebelles qu'un jeune homme, le louche Lampe Rouge, va faire la rencontre d'une mystérieuse jeune fille. Celle-ci va lui transmettre un pouvoir incroyable, lui permettant de contrôler la volonté de n'importe qui. Pour le louche, le destin joue en sa faveur. Avec ce pouvoir, il compte bien réaliser son vœu le plus cher, anéantir l'Empire Britannia. Code Geass est le résultat d'un mariage assez surprenant de plusieurs recettes qui ont fait leurs preuves par le passé. Ainsi, la charpente du scénario repose sur un thriller stratégique, avec son lot de rebondissements et de réflexions, mais le titre s'inscrit quand même dans le registre des séries de mecha. Par son immoralité, le louche fait penser au Light Yagami de Death Note, tandis que certains des robots de la série ressemblent à des hybrides de Mobile Suit Gundam et de Gaimelef de Scaflone. On notera également que la rivalité qui va s'installer entre le louche et son meilleur ami Suzaku n'est pas sans rappeler le duo Kira-Aslan de Gundam Seed. Forte de ce mélange, la série fonctionne bien. D'aucuns se laisseront séduire par le character design de Kimura Takahiro qui a finalisé les esquisses conçues par les dessinatrices de Clamp.
Chapeauté par Taniguchi Goro, qui a travaillé notamment sur Gun Cross Sword, la réalisation n'est pas en reste et donne à l'ensemble une beauté plastique des plus attrayantes. De fait, et bien qu'on y décèle souvent un air de déjà-vu, Code Geass fait preuve de suffisamment de savoir-faire et de qualité intrinsèque pour scotcher son audience. Quelle fille n'a jamais rêvé du prince charmant? Mais tant qu'à faire, un prince de sang royal, avec un beau sourire et de belles manières. Eh bien, ce n'est pas le cas de Miyako, jeune étudiante à l'université qui ne vit que pour ses recherches d'histoire. Pourtant, un vrai prince arrive dans sa faculté. Il est l'arrière-petit-fils de la princesse Ritsuko, princesse sur laquelle Miyako écrit sa thèse. Si elle pouvait l'approcher, cela lui apporterait de précieuses informations pour ses recherches. Malheureusement, le prince Wilfried est bien loin de l'image parfaite qu'il donne dans les médias. Pervers et manipulateur, il va s'amuser à torturer Miyako qui pour lui ne représente qu'une magnifique paire de seins à posséder. L'amour naîtra-t-il entre ces deux personnages? Wilfried réussira-t-il à assouvir ses désirs de possession? Miyako réussira-t-elle à obtenir ses renseignements sur la princesse Ritsuko? Tant de mystères qui trouveront une réponse au bout des 5 tomes que compte la série. Private Prince est le premier ouvrage de Enjoji Maki en France. Elle a débuté sa carrière de mangaka en 2003 et a toujours conté des histoires plutôt matures, voire coquines, tout en restant dans un style assez léger. Le dessin est très abordable et la mise en page dynamique, sans parler de l'humour omniprésent dans les différentes situations cocasses. Évidemment, ici nous sommes loin des shoujo où l'histoire se termine sur le premier baiser des héros. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Espérons qu'après Private Prince, d'autres œuvres de Enjoji Maki suivront, comme Yoru Café ou encore Happy Mali, sa dernière série. L'éditeur Asuka étant un véritable pionnier en la matière avec sa collection de mangas Lolita, on peut sûrement compter là-dessus. Private Prince est un manga très agréable pour se détendre après une grosse journée de travail. Il permet aussi de se dire que le célibat, ce n'est pas si mal si on peut vivre de telles situations. LOL. Donc voilà, c'était 101%, présenté par moi, l'inconnu du vendredi, Julien. Et donc en fait, voilà, ma copine m'a fait une surprise pour mes 30 ans de m'inviter à No Life. Donc je la remercie, je lui fais des gros bisous. Et je t'aime très fort, et voilà. À bientôt.